Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Mariama, ancienne élève du collège Émile Zola et la sœur d'une de mes élèves de 6e. Mariama, tu es footballeuse, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours s'il te plaît? Alors, bonjour à tous, moi je suis Mariam Azabo, ancienne élève de Zola comme le prof l'a dit. Je fais du foot moi depuis que j'ai 7 ans. C'est au FC Saint-Cloud, club de la ville d'à côté. Après je suis passée au Paris Saint-Germain et maintenant je suis aux États-Unis au niveau universitaire en division 1. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé finalement le changement de club dans un premier temps quand tu es Yes. arrivé au PSG et puis par la suite, qu'est-ce qui t'a fait partir du PSG pour aller aux États-Unis derrière? Moi je suis arrivée au PSG en U14, du coup je fais ma dernière année à Saint-Cloud en U13 et c'était lors d'un tournoi, j'ai joué contre le PSG et la coach du PSG a beaucoup aimé mon profil. Je pense que c'était l'un de mes meilleurs matchs de l'année. De mon année en U13, j'ai mis un doublé, on gagne 2-0 ce match. Et après ça, du coup, j'arrive au PSG directement en U14. Je fais toutes mes années jusqu'en U18. Et une fois que j'ai le bac, moi, je veux continuer mes études. Je sais qu'au PSG, même en France en général, ça allait être un peu compliqué pour moi d'étudier et de jouer au niveau. Du coup, je me renseigne et je décide d'aller aux États-Unis parce que là-bas, on peut faire les deux sans aucun problème. On va faire passer des images justement. On a eu la chance de partager un moment sur le terrain hier. On a pu jouer avec les sixièmes du collège Émile Zola. Et j'en profite pour poursuivre cet entretien en te demandant de nous parler de tes difficultés, des sacrifices à faire pour avoir une carrière de haut niveau. Tu l'as dit, un départ. Ouais. Y a-t-il aussi eu des moments délicats auprès de ta famille, des relations, des discussions qui ont pu amener un certain débat parfois? Euh, Déjà, rien que le fait de faire du foot. Moi, quand j'ai commencé le foot à 7 ans, il n'y avait pas énormément de filles qui faisaient du foot dans mon quartier, on va dire. Mais j'étais la seule. On m'appelait la footballeuse. J'étais un peu la seule. Donc, déjà, rien que ça faisait un peu débat. Quand j'étais plus jeune, ma mère m'en a jamais parlé, mais en grandissant, elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément d'accord avec le fait que je fasse du foot, mais elles faisaient pas de partie de ma famille. Du coup, ma mère et même mon père, ça leur a rien fait, quoi, entre guillemets. Ils ont pas pris ça en compte. Ils m'ont laissé, moi, quand j'étais petite, kiffer, entre guillemets, parce qu'à cet âge-là, le foot, c'était juste un kiff, on va dire. C'était pas vraiment sérieux, j'avais que 7 ans. Et après, toutes mes années au FC Saint-Cloud, à ce moment-là, c'est un peu foot loisir. Du coup, il n'y avait pas vraiment de sacrifice à faire, quoi que ce soit. Peut-être parfois le samedi matin, au 8, je sais pas, d'aller faire quelque chose avec ma mère ou avec mon père, j'allais au match. Mais sinon, à ce moment-là, il n'y a pas trop de sacrifice. Et c'est plutôt quand je suis arrivée au PSG que, du coup, là, tout a changé. Tout a changé. Beaucoup moins de vacances. Il n'y a plus les vacances de 2 semaines qu'on a, faut les oublier. Faut les oublier. Les vacances d'été aussi, du coup, qui sont beaucoup plus réduites. On a plus 2 mois, mais jusqu'en U18, on avait quand même un bon mois, voire un mois et demi. Mais une fois arrivé en U19, c'était qu'un seul mois de vacances, un mois et quelques, peut-être une semaine ou 2 semaines. Et après ça, c'était la reprise. Du coup, rien que par rapport à ça, c'était beaucoup de sacrifices. Quand mes copines elles te proposent d'aller en vacances avec elles au mois d'août et que toi tu leur dis j'ai foot. Et après, maintenant que je suis aux États-Unis, bah là, là, petit exemple, j'ai mes copines qui me proposent d'aller en vacances début juillet et moi je suis déjà de retour, du coup je suis un peu dégoûtée. Du coup les sacrifices, je veux dire, c'est plus au niveau relationnel avec mes amis, avec mes proches, de plus pouvoir beaucoup les voir. Et après, au niveau aussi de l'alimentation, etc., parfois faire un peu plus attention que les autres. Mais ça, je pense, c'est un peu comme tous les athlètes de haut niveau. Tu l'as dit, il y avait ce double parcours, le parcours scolaire, le C'est parcours ça. sportif. Pourquoi es-tu parti de la France justement pour aller aux États-Unis? Moi, je suis partie parce que j'ai jusqu'en U18, jusqu'en année de terminale, j'étais en internat. Et du coup, j'étais dans un sport-études. Sport-études, du coup, le matin, j'avais foot, l'après-midi, j'avais école. Et tout était dans le même bâtiment. Les chambres étaient au troisième étage, les salles de cours étaient au rez-de-chaussée. Du coup, l'environnement faisait que on avait tout à disposition pour exceller, entre guillemets, dans le foot et également scolairement parlant. Mais une fois arrivé en post-bac,
Du coup, U19, il y a plus, enfin, en France, on n'a pas d'université qui, qui peut, euh, qui peut aménager un emploi du temps pour un sportif de haut niveau. Parce qu'en U19, NAS, on s'appelle sportif de haut niveau du coup. Et ça allait être trop compliqué. Moi, ça me tenait à cœur d'avoir un diplôme post-bac. Footballeuse professionnelle, c'est ce que je veux faire, mais je sais qu'aussi dans le sport, tout peut s'arrêter en un claquement de doigts. Du coup, moi, j'ai toujours voulu avoir un plan B. Et qui disait plan B, pour moi, c'était aussi synonyme de diplôme post-bac. Et je savais qu'en France, ça allait être impossible. On a discuté avec les personnes de la scolarité, etc. Et j'ai vu qu'aux États-Unis, le système fait que on puisse exceller et dans notre sport et dans les études. Et je me suis dit, bon, bah, vas-y. Et puis, même pour l'expérience, c'était génial. Justement, c'est intéressant que tu fasses le parallèle entre les deux cultures. Pourquoi tu nous dis qu'en France, finalement, c'était impossible? Tu n'aurais pas forcément pu t'entraîner le matin et l'après-midi, par exemple? Yes, ça bat un peu pour les sportifs. C'est plus, on nous encourageait beaucoup à aller en STAPS, du coup, pour rester relié au monde du sport. Et moi, c'était pas. J'ai passé mon bac en maths et en physique-chimie, en spé maths physique. Et moi, mon but, c'était plus de continuer dans cette voie-là, tout ce qui était maths, physique, et, voire informatique. Et en fait, c'est faire, comment, en France, on dit graduer, faire une licence, ouais, Ouais. une licence dans ces deux domaines-là. En fait, ça allait être impossible parce que les universités, elles ont un emploi du temps et elles ne peuvent pas se permettre de modifier certains cours ou certaines heures pour un élève, même avec l'étiquette PSG. Et j'allais devoir faire les allers-retours entre l'université, le centre, etc. Ça allait être trop Et compliqué. justement, ce départ aux États-Unis, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est opérationnalisé? Est-ce qu'un club est venu te démarcher? Est-ce qu'il y a eu des relations avec des agents ou tout s'est fait assez vite et facilement? Ça s'est fait déjà un peu sur, honnêtement, je ne vais pas dire un coup de tête, mais fin juin 2023, si je ne me trompe pas. Ouais, fin juin 2023, du coup, l'année où je passe le bac. J'ai le PSG, moi, qui, du coup, me met en relation avec une agence. Et du coup, l'agence, elle m'explique un peu comment ça se passe, etc. Pour un départ aux États-Unis. Et on me demande d'avoir des clips, des highlights, Tes ouais, meilleures actions, mes meilleures actions, tes etc. plus beaux buts, etc. Et comme tu sais, c'était fin juin. Et moi, en centre de formation, il faut savoir qu'on est dans un lycée hors contrat. C'est-à-dire que du coup, pour le bac, on passe toutes les épreuves, on n'a pas de contrôle continu. Du coup, moi, fin juin, début juillet, c'est vraiment le moment où j'ai toutes mes épreuves, etc. Et on me demande d'avoir des highlights. Et du coup, je fais des vidéos, en même temps, je révise pour le bac. Et à chaque fois, on me demande de changer une partie de la vidéo, de changer ça, de changer ça. On me le demande une fois, deux fois. Et en fait, moi, j'avais pas le temps de regarder 10 matchs de 1h30 et en même temps de réviser les maths, de réviser la physique. Et c'était à toi de faire ce clip-là, personne ne C'est ça. t'aidait. C'est ça, en fait, c'était à moi parce que en gros, c'était moi qui choisissais ce que je voulais mettre dans la vidéo et moi, je préférais le faire. Et c'était trop compliqué. Enfin, c'était trop compliqué pour moi de faire les deux, de faire mes highlights en même temps de réviser. Du coup, ce que je décide de faire un jour, je pense que c'est le 27 juin, si je me souviens bien, j'essaie de prendre un mail cheap et de l'envoyer à plein de coachs d'université. Je vise la Californie, la Floride et la région de New York. Et du coup, je fais ça et du coup, j'ai des réponses. Après, je vais pas mentir, c'est beaucoup plus facile avec l'étiquette PSG quand dans l'objet d'un mail, on met joueuse du PSG et tout. Et du coup, j'ai des réponses de coach. Et, du coup, c'est comme ça que ça se fait. Je crois que j'envoie le mail le 27 juin. Début juillet, je signe dans une université. Et aucun agent ne t'a aidé? Et du coup, C'est à partir de uniquement là, toi c'est moi qui. qui démarche. Voilà, j'envoie un message à la dame de l'agence, je lui explique ce qui s'est passé. Elle me dit, il n'y a pas de souci, je comprends. Et du coup, c'est comme ça que ça se fait. En vrai, ça a été assez rapide. Je pense que la partie un peu plus compliquée, c'était tout ce qui était administratif. Du coup, ça m'aurait beaucoup plus aidé avec l'agence, parce qu'eux, ils auraient tout pris en charge. Mais bon, après, ça m'a pris peut-être que 2-3 jours, mais après, c'était. On va aborder un sujet assez tabou, c'est Yes. l'aspect financier et les différences entre le foot masculin et le foot Yeah. féminin.
On sait très bien qu'un jeune joueur de 14-15 ans, il entre peut-être en centre de formation, Ouais. par la suite il a un agent, il est approché par un club. Toi finalement, tu t'es débrouillée un petit peu toute seule. Ça. Donc, comment ça a pu se réaliser, sachant qu'on a un billet d'avion aux Ouais. alentours de plusieurs centaines d'euros. Tu arrives dans une région que tu ne connais pas, avec un bon niveau d'anglais tout de même, notamment avec tes différents cours durant ta scolarité. Mais ton début de carrière là-bas, comment il s'est passé? Bah, c'est vrai que financièrement, du coup, tout ça, ça a eu un coût. Bah, déjà, une agence, bah, déjà le fait d'être partie toute seule sans l'agence, entre guillemets, ça m'a un peu fait économiser de l'argent. Parce que une agence, c'est quand même, enfin, ils font tout pour nous, entre guillemets, mais il faut aussi les payer pour ça. Et moi, ma mère, du coup, enfin mes parents, ma mère, mon père, ils étaient prêts à payer l'agence. Eux, ils préféraient même que je parte avec l'agence. Au moment où je leur ai dit que moi, que je partais toute seule, ils étaient un peu réticents. Parce qu'au moment où ils ont eu mon coach en fast time, entre guillemets, c'est là qu'ils m'ont dit, ok, on te fait confiance. Mais du coup, bah, l'argent qu'ils avaient prévu de mettre dans l'agence, euh, ça m'a permis d'avoir mon billet d'avion que j'ai dû payer. Ouais, ça m'a coûté, je pense, à ce moment-là, à peu près 700 ou 800 euros. Et après, quelques frais de visa aussi qui s'élevaient à peut-être 300, peut-être 300, plus 180, quelque chose comme ça. Du coup, ouais, en tout, j'ai eu pour à peu près un peu plus de 1002 pour mon départ. On est d'accord qu'au PSG, tu n'étais pas payé? Non, au PSG, ouais, on n'était pas payé. Les primes de match? Non, du tout. En fait, en féminin, quand on entre dans le centre, en fait, il n'y a pas de contrat comme dans la section masculine où eux, ils ont des contrats stagiaires ou des choses comme ça qui, je pense, du coup, incluent une rémunération. Mais nous, pas du tout. Tout est pris en charge, par contre. L'école, la nourriture, le logement, enfin, tout est pris en charge, mais il n'y a pas du tout de rémunération. Mais bon, ça restait moins cher que l'agence quand même. Parce que Et l'agence, ouais. justement, quand tu arrives aux États-Unis, tu nous rappelleras Yes. le nom de l'université, de ton Yes. club rattaché, mais il y a un système de bourse. Exactement. Et concrètement, pour toutes celles et ceux Yes. qui nous regardent, est-ce que tu peux nous dire combien tu gagnes, comment se Yes. passe une bourse également aux États-Unis? Aux États-Unis, les études, c'est très cher. Je pense que ça, tout le monde le sait. Les études universitaires, c'est très cher. Et moi, en plus, quand j'arrive dans une université qui est privée. Du coup, c'est l'université de Jacksonville, en Floride. Moi, je ne savais même pas qu'elle était privée, honnêtement. Quand je suis arrivée, enfin, je ne m'y connaissais pas vraiment, honnêtement, le système universitaire. J'arrive juste comme ça. Et la bourse, elle prend en charge tout. Elle prend tout en charge. Et les frais qu'elle prend en charge, ils s'élèvent à peut-être, je crois, 58 000 dollars ou 60 000 dollars, quelque chose par là. Moi, je me souviens plus trop parce que c'était ma première université. Et en gros, aux États-Unis, le système fait qu'il y a plusieurs conférences. Et dans les grosses conférences, les Power 5, les élèves peuvent se faire rémunérer. Mais moi, mon université ne faisait pas partie de cette conférence-là. Et honnêtement, ça, c'est des choses que j'ai appris juste là en arrivant dans la nouvelle université. Et du coup, j'avais pas de rémunération aux États-Unis. J'aurais pu récupérer de l'argent de ma bourse, mais moi, je connaissais pas trop le système. Du coup, je récupérais pas d'argent. Mais sur le campus, on a une carte où on nous met 500 dollars par semestre et on peut tout avoir. Enfin, on peut se payer des choses. Et sur le campus, tout est gratuit. On a des fast-foods, on a des. Donc la nourriture, l'hébergement, c'est pris en compte. Par exemple, ta paire de crampons, tes protèges tibia, l'équipement, c'est également pris en charge. Dans cette université-là, moi, je suis arrivée avec tout ce dont j'avais besoin. Du coup, c'était pas forcément pris en charge, je crois, les crampons. J'ai jamais demandé, mais tout ce qui était running, vêtements et tout était pris en charge. Mais moi, j'ai jamais demandé pour les crampons, etc. Mais là, dans ma nouvelle université, ouais, tout est pris en charge. Et au-delà de ceci, on va dire entre 18 et 20 ans, tu as aussi ta vie à côté. Yes. Comment faisais-tu pour vivre à côté de Ouais. ce centre et de tout ce qui était pris en charge finalement? Bah, du coup, à l'université en soi, j'avais pas vraiment besoin de. Quand je suis arrivée ma première année, c'était un peu mes parents qui me passaient de l'argent de poche, mais j'en avais pas vraiment besoin parce que sur le campus, en fait, il y avait tellement tout à disposition. Le campus, il faut le voir comme une mini-ville, hein, comme une mini-ville avec des petits markets, des fast-food, etc. Du coup, tout ce dont j'avais besoin, je le prenais sur le campus et c'était pris en charge par ma bourse, du coup.
Et après, bah, du coup, quand je rentrais en France, moi, c'était la première fois que j'avais des grandes vacances, enfin des vacances assez longues. Et quand je suis rentrée en France pour la première fois, j'étais un peu perdue parce que je savais pas quoi faire. Enfin, j'arrive au mois de novembre, on me dit tu retournes aux États-Unis au mois de début janvier. J'ai 1 mois et 2 semaines devant moi, je suis perdue. J'avais jamais eu ça. Et du coup, je me dis, bah, tous mes potes sont à l'école. Et à ce moment-là, je me dis, bon, bah, trouve un petit job parce que j'entendais mes copines aux États-Unis qui me disaient qu'elles allaient travailler. Et du coup, j'arrive sur Paris. Je travaille un peu à Adidas, Basic Fit. Et du coup, c'est comme ça que je me faisais mon argent de poche. Durant ma première année, je venais l'été et je travaillais un peu. J'avais un salaire et après, ça me permettait, bah, du coup, moi, après, je voulais prendre mon billet d'avion moi-même. Du coup, dans mon salaire, je prenais peut-être 500 ou 600 euros pour mon billet d'avion. Et après, les 1 000 euros qui restaient, c'était mon argent de poche en plus quand j'arrive aux C'est États-Unis. admirable, un grand bravo à toi. Ouais, Faut s'imaginer quand même que tu pars aux États-Unis, ouais, tu as tes journées qui sont pleines, yes, tu reviens ici et tu travailles yes, pour te faire un petit peu d'argent. ouais, Le parallèle, il est difficile à faire entre ouais, les hommes et les femmes. Là, tu as une carrière de sportif de haut niveau en ouais, devenir et ouais, finalement, on se rend compte que tu as la bourse qui te permet de vivre, mais par contre, qui ne te permet pas non plus ouais, de exactement, dépenser dans d'autres loisirs. On va aller dans le vif du sujet. Quel est ton emploi du temps justement là-bas? yes, Quand tu es arrivé là-bas ou même à l'heure actuelle durant cette année, yeah, combien d'entraînements par semaine? Est-ce que tu as des cours? Est-ce que tu as ton diplôme en parallèle? Est-ce que tu as des séances de musculation? ouais, J'imagine qu'il est ouais, chargé, c'est ton yeah, ouais, super chargé. Bah, du coup, là, je vais dans mes 2 universités parce que là, du coup, au mois de janvier, là, j'ai transféré dans une nouvelle université, l'université de Pittsburgh, mais c'est à peu près la même chose. Après, là, le niveau dans cette université est beaucoup plus élevé. C'est beaucoup plus. Enfin, même la vie, moi, ma vie, elle a complètement changé depuis que je suis dans cette université. Mais l'emploi du temps, c'est. Bah, là-bas, il faut savoir qu'il y a deux parties de saison. Il y a la partie d'automne. Enfin, il y a la partie d'automne et la partie de printemps. On appelle ça ouais, le fall et le spring. Et nous, le foot, le soccer, c'est un sport d'automne. Du coup, quand on est en saison, ce qui dure du mois d'août au mois de décembre, on a 2 matchs par semaine. 2 matchs par semaine. Du coup, on voyage énormément. Enfin, les États-Unis, c'est tellement grand. On a pris l'avion tellement de fois. Du coup, on voyageait et quand on voyageait, on partait la veille. Du coup, si jamais on avait match un jeudi, on voyageait le mercredi pour revenir le vendredi ou le jeudi soir. Mais du coup, avant ça, on avait entraînement lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi et jeudi, dimanche, c'est les jours de match. Et du coup, on a entraînement ouais, tous les jours. Tous les jours, on a entraînement plus école. Du coup, le réveil sur une journée type, ça va être réveil vers 6h. Entraînement le matin sur le terrain. Parfois, on enchaînait directement après le terrain en salle de muscu. Et du coup, après, on arrive dans nos chambres vers les coups de peut-être midi. Midi, le temps de prendre le petit-déj, enfin de prendre le brunch, on va dire un peu le matin. Après, on va en cours on a peut-être 2 heures ou 3 heures de cours par jour. Et après ça, en première et en deuxième année, on a des heures d'études. Il faut en faire 6 par semaine. Du coup, parfois, aller à l'étude après les cours de 16h à 17h, de 18h à 19h, pendant 1 heure, on va dire, par jour. Et après ça, dîner et dodo. Et ça s'enchaîne tous les jours. Ouais, Si on t'avait dit ça justement à l'âge de 12-13 ans quand tu étais ici au collège, est-ce que tu te serais vu faire ces journées types? Du tout, honnêtement, du tout. Franchement, quand je suis arrivée aux États-Unis, au début, c'était un peu le rythme là, le changement, ça m'a un peu choqué. Hein. Ça m'a un peu choqué le réveil à 6h. Parce que au BH, c'était assez tôt quand même. On devait être en salle en bas à 8h30. Mais du coup, le réveil était un peu décalé quand même de 1 heure. On se réveillait aux alentours de 7h. Du coup, c'était plus le rythme en fait. Parce que déjà, moi, je suis arrivée en Floride, c'est-à-dire on passe d'entraînement sous peut-être aller 27 degrés, entraînement sous 38 degrés. En plus, tellement humide la Floride, c'est-à-dire tellement humide. C'était épuisant et le campus il est énorme, c'est-à-dire que en plus des entraînements par jour, je faisais plus de tous les jours, je faisais au moins 10 000, 15 000 pas, alors qu'au PSG, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma chambre elle était au troisième. Et du coup, c'est sur place, les Américains, ils ont des voitures, ils se déplacent sur le campus en voiture et tout. Moi, tout le temps, on me proposait des rides, mais moi, je préférais marcher et tout.
Mais du coup, c'était différent à la fin. Et dans le campus, il y a le pôle football, Yes. soit masculin ou féminin, j'imagine. Il y a Ouais. également les autres sports. Ouais, il y a tous les autres sports. Il y a Il y avait du baseball. il y ouais, avait le baseball, softball. Dans ma première université, il n'y avait pas de football américain. D'accord. Mais il y avait basket, lacrosse, tout soccer masculin. Ouais, un peu de tout. Et justement, la différence entre un campus universitaire américain Ouais. et les centres de formation en France, quelles sont les plus-values, on va dire, d'être aux États-Unis? Aux États-Unis, je dirais que déjà, le centre de formation, c'était nous et les garçons, mais c'était que du foot. C'était que du foot, c'est-à-dire qu'on se réveillait foot, on mangeait foot, on dormait foot. Et je dirais que le fait d'être sur un campus, déjà, il y a beaucoup plus de soutien. Il y a beaucoup plus de soutien déjà entre athlètes. Vous vous comprenez? Yes, exactement. Déjà, on se comprenait. On faisait beaucoup d'activités ensemble. Et du coup, déjà, ça faisait qu'on ne voyait pas les mêmes personnes tous les jours, entre guillemets. Et juste le fait d'aller pouvoir voir un match de basket le soir, de se dire, ce soir, on fait quoi? On va voir le match de basket ou ce soir, on va voir le match de baseball. Y a-t-il une entraide justement dans ce Ouais, campus? exactement. Les footballeuses vont voir les Yes, basketteurs, les exactement. basketteurs viennent voir aussi les Exactement. footballeuses, ou Ouais. peu importe. Yes, exactement. Et puis même le statut, il change un peu parce que quand on est student athlète, on a un peu l'étiquette, genre, elle est dans l'équipe de soccer. Moi, je me rappelle dans ma nouvelle université, je suis arrivée avec l'étiquette PSG du coup, et j'arrive là-bas. J'ai beaucoup de temps de jeu, je joue beaucoup et tout. Et mon nom, j'avais un surnom, on m'appelait Jaja par rapport à la musique. J'ai dû faire le bisutage, je l'ai chanté, et du coup, là-bas, on m'appelle que Jaja. Et du coup, je me rappelle, on joue un match contre l'université vraiment rival, on est à peut-être 25 minutes de route, c'est un peu un PSG-PFC. Et eux, ils doivent gagner le match pour se qualifier. Et nous, je crois qu'à ce moment-là, on n'a plus rien à perdre. Et elles perdent le match, on gagne le match 1-0. Et moi, je marque le but du 1-0. Mon seul but de la saison, et je le marque et tout. Et du coup, après ce match, je me rappelle, je marchais sur le campus, j'allais dans la cantine, félicitations pour ton but, et tout. Du coup, le statut change un peu, il y a un peu plus de reconnaissance, je veux dire, qu'en centre de formation. C'est ce qui manque un petit peu Voilà, en France, ouais. ou en règle générale, C'est dans ça. certains centres de formation, manque de reconnaissance. Exactement. C'est pour ça même, quand je suis partie, j'étais au PSG et tout, du coup, il y avait beaucoup de médiatisation, etc. Enfin, même pas de médiatisation, parce qu'il n'y a pas vraiment de médiatisation. Mais là, du coup, on arrive là-bas et c'est vrai, un autre statut, quoi. C'est un autre statut. Et, On a beaucoup parlé du campus, mais on va parler aussi de toi. À quel poste joues-tu? moi, je joue au milieu de terrain. Je peux un peu évoluer. En vrai, sur le terrain, je peux jouer partout. Au PSG, j'ai joué parfois en tant que latéral. Les premières années, j'ai joué en tant qu'ailière en U14, U15, mais maintenant, je suis plus au milieu de terrain confirmé. Plutôt sur le versant défensif? C'est ça, moi je suis plus. Plutôt en 6? C'est ça. Moi, j'aime beaucoup jouer 8 pour être un peu entre deux. Mais là, surtout depuis que je suis aux États-Unis, j'ai beaucoup plus un profil défensif, en 6 devant la défense. Est-ce que tu as un joueur ou une joueuse français ou française qui est, on va dire, plutôt ton idole? Ouais. Idole, un joueur. Moi, c'était pas vraiment mon idole, mais moi je sais qu'on m'appelait souvent N'Golo Kanté. On m'appelait souvent N'Golo Kanté. Ce profil de box-to-box qui court c'est beaucoup, exact. qui récupère des ballons. Yes, exactement, c'est par rapport au fait que je courais beaucoup, on m'appelait beaucoup comme ça. Mais après, sinon, moi, des joueurs que. Moi, quand j'étais petite, je pense que un peu comme tous les gens de ma génération, c'était Neymar beaucoup. Mais après, sinon, moi, en grandissant, j'aimais beaucoup Thiago Alcantara. Ouais, lui, c'était vraiment le joueur que je pensais là aujourd'hui quand on me dit un milieu de terrain, j'aime beaucoup Thiago Alcantara. Je sais pas si c'est pas très connu, mais. Si, justement, mais... dans tes années même de formation, j'imagine que tu as côtoyé certaines joueuses qui jouent peut-être en équipe de France maintenant ou en équipe A au PSG. Yes. Tu peux en citer quelques-uns? Du coup, moi, quand je suis arrivée, quand ma dernière année de en U16 plutôt, en U16, j'ai eu la chance du coup d'être surclassée un peu avec les 19. Du coup, je commençais déjà à aller au centre. Et il y avait des joueuses comme Lorina Fazer qui joue maintenant à PSG, milieu de terrain aussi. Babi Georgie, Tara Elimbi, Océane Toussaint du Marseille, Fanny Rossi. Il y a eu Mania Bafolke aussi.
bon, maintenant qui enfin plein de joueuses quoi. Plutôt quelle génération? Plutôt génération 2003-2004? Ouais, là quand je parle, de ouais, c'est génération 2003, 2004, 2005 ouais. Quelles ont été tes plus belles réussites dans ce début de carrière de sportif de haut niveau, entre le centre de formation ici au PSG, ton départ, forcément des moments marquants? Déjà rien que le fait d'intégrer le centre de formation, déjà je pense intégrer le centre de formation parce qu'en gros le PSG, la section féminine, il n'y a pas de pré-formation comme les garçons qui ont du coup U14, U15 en préfo. Nous, c'est vraiment à partir de U19 qu'on rentre en centre, mais U19 c'est sur 3 ans, c'est U17, U18, U19. Et du coup, jusqu'en U16, c'était l'ASSOS, mais il n'y avait pas de préformation. Alors chez les garçons, il y a ASSOS et préformation. Et du coup, je pense que ouais, rentrer au centre, parce que on n'était pas beaucoup, on était peut-être 5 rentrer au centre sur tout le groupe. Déjà, rien que rentrer au centre, et après avoir tout tendu aussi en U19. Et là, là, je suis dans ma nouvelle université, comme je l'ai dit, qui joue dans la meilleure conférence des États-Unis au niveau du foot féminin. Et du coup, le fait d'avoir intégré cette université-là au mois de janvier, j'étais très contente. Ouais. Et quels sont tes objectifs à court, moyen et long terme? Là, déjà, maintenant que j'ai intégré cette université, remporter un titre national champ. T'es titulaire dans ton équipe? Là, on était pendant le spring, du coup on n'était pas en saison de janvier à fin avril, mais on avait quand même des matchs où je les ai tous commencés. J'ai pu marquer un but même durant mon premier match. Super, donc on te souhaite sur vraiment très court terme la saison un titre. C'est ça, ouais, du coup. Le moyen terme sur les quelques années à venir. Et niveau pro, obtenir mon diplôme, finir mes études et après, dans les années à venir, aller vers la vie professionnelle. Comment on entre justement dans un club pro? Comment on peut acquérir ce statut aussi de joueuse professionnelle, de gagner son... Aux États-Unis, en fait, pour accéder à la ligue professionnelle, que ce soit dans tous les sports, baseball, basket et tout, il faut passer par l'universitaire. On peut faire peut-être 1 an, 2 ans, mais il faut passer par l'universitaire. Et ensuite, faire une saison comme on veut. Et au moment où on se sent bien, on a 4 années d'éligibilité, à part si on se blesse. Et au moment où on se sent bien, rentrer dans une draft, mettre son nom dans la draft et après pouvoir se faire drafter. Mais nous, ce qui est bien dans le soccer féminin, c'est qu'ils ont un bon système de draft. Du coup, on peut aller en pro, en free agent. Et du coup, comment ça se fait, c'est performer en universitaire. Après, moi, ma conférence, c'est la meilleure en foot féminin. Du coup, on est regardé un peu de partout. On a un peu regardé de partout. C'est la plupart des joueuses qui vont en pro, elles viennent de cette conférence. Du coup, pour moi, là, ce serait de performer, faire une grosse saison, avoir des stats. Peut-être pas beaucoup, pas des stats en termes de buts et tout, mais peut-être parfois avoir, parce qu'on a les meilleures joueuses défensives de la semaine, les meilleures joueuses de la semaine ou de l'année, avoir peut-être des stats comme ça, une semaine, peut-être avoir le titre de meilleure joueuse défensive de la semaine, enfin avoir... Est-ce que tu es une des rares françaises à être dans ton équipe? Tu es la seule? Quand je suis arrivée en Floride, j'étais la seule française de mon université. Et là aussi, à Pitt, je suis la seule, mais je sais que la saison prochaine, il y en a une autre là, qui arrive, là, du coup, cet été. Mais pas la seule francophone, il y avait quelques filles aussi de Montréal, qui viennent du Canada, elles aussi, du coup, qui viennent... Entendu. Est-ce qu'à plus long terme, on ambitionne peut-être une sélection en équipe nationale? Ouais, grave. Franchement, ce serait le but. Moi, je sais que j'ai la double nationalité, du coup, française et sénégalaise. Et pourquoi pas, sélection nationale, ce serait archi bien de représenter soit la France ou le Sénégal. Et, Tu parlais d'une certaine médiatisation dans ton campus universitaire. Est-ce qu'il y a justement des contrats de publicité, des sponsors? Est-ce que toi, on t'a approché pour ça justement? Là, du coup, depuis que je suis arrivée dans cette nouvelle université, mon statut il a un peu changé. Après, moi, comme je suis arrivée au spring, du coup, on n'est pas en saison. Du coup, on n'a pas vraiment de... il n'y a pas eu cette médiatisation autour de nos matchs, autour de tout ça. Mais là, c'était moi beaucoup plus les agences, mon profil, l'année depuis que je suis dans cette université. Puisque quand j'étais en Floride, on ne venait pas vraiment me contacter
Tu as un comme agent ça. officiel Non, à l'heure actuelle? du tout. Moi, même là, quand on me contacte, on me contacte beaucoup, j'ai toujours que là, pour l'instant, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Moi, là, le but, c'est plus de performer sur le terrain. Et après, quand j'aurai besoin d'un agent, je pense que bon, ce ne sera pas compliqué à en trouver un. Et là, on te contacte Ouais. via les réseaux sociaux en Et, tapant Mariam Adabo sur Instagram ou alors tu as une adresse professionnelle, ça se passe non, du comment? tout. Bah, là, c'était plus sur LinkedIn, puisque ouais, au moment de mon transfert entre les deux universités, j'ai du coup créé un profil LinkedIn et tout. Parce que déjà, aux États-Unis, on nous demande beaucoup d'en avoir en universitaire. Et du coup, c'était plus là du coup, qu'on me contactait. Et après, sur Instagram, sur Instagram, ça vient nous follow en PM, etc. C'est plus comme ça que ça nous contacte. Et après, tout ce qui est sponsor et tout, il y a ce qu'on appelle le NIL, je crois que ça s'appelle Name, je crois que c'est pour Name, Image and Likeness, je crois que c'est ça, ça veut dire du coup nom, image et lien. Et ça c'est quelque chose, le NIL c'est en gros quand notre université elle va vendre notre image, etc. Ou quand des marques prennent notre image, ils peuvent nous payer, etc. Mais d'ailleurs, sur un équipementier, est-ce qu'on est venu t'approcher pour t'offrir, j'en sais rien, ouais. des bracelets, des chaussures, Ouais. des t-shirts, une marque? Ouais, On t'a approché? on m'a déjà. Ça, c'était plus sur Insta. Plus pour des gens qui viennent te voir pour des marques, des grosses marques de chaussettes et tout, enfin qui font un peu des équipements, des trucs d'Ashibia, qui viennent un peu demander qu'on porte leurs produits pour après partager. Après, moi, je suis un peu discrète sur les réseaux, etc. Enfin, j'ai pas trop ce profil qui aime faire de la pub, Tu etc. te concentres sur le terrain pour C'est l'instant. ça, moi vraiment, je suis pas. Ouais, je suis Est-ce que tu ambitionnes un retour en France un retour en durant ta France. carrière sportive? Ouais, en vrai, déjà quand moi je suis partie, quand je suis partie, moi, ma première année, le but c'était de revenir en France. Enfin, j'ai toujours des moyens et tout, c'était de revenir en France. Mais maintenant que je suis aux États-Unis, honnêtement, je vais pas mentir là-bas, je sais pas si on connaît les noms comme Alex Morgan, Tobin Hilty, enfin toutes ces grosses joueuses, elles là-bas, le foot féminin, enfin le soccer, c'est un autre monde. Donc là, tu es à ta place là-bas? Tu te sens très Ouais, bien exactement. Du coup, voilà, honnêtement, là, moi, l'objectif premier, ce serait de rester aux États-Unis. Et après, ça peut pas se faire. Tu as un club en tête dans lequel tu souhaiterais Ouais. plus que tout jouer? Ouais. Et moi, c'est le. Non, c'est pas LAFC, c'est les garçons, c'est Angel City FC. Ça, c'est le club. Enfin, C'est ton rêve? ouais, en fait, moi, j'aime bien tout ce qui est Floride, Californie, le délire comme ça. Là, j'aime beaucoup avec les palmiers et tout. Et moi, je trouve que les conditions de vie, moi, genre, c'est grave important. Genre, je préfère avoir un contrat peut-être qui me rapporte un peu moins d'argent ou une équipe qui peut-être joue la 5e place, mais qui est dans un état comme la Floride, la Californie, enfin dans une grosse ville. Qu'une équipe, par exemple, là, il y a une grosse équipe, enfin la meilleure équipe des États-Unis, ils sont dans le Kansas. Et c'est pas un état vraiment qui m'attire, du coup, je préfère. Et quand tu parles de contrat, justement, pour les personnes qui nous regardent, est-ce que tu peux estimer à peu près la fourchette au milieu de carrière à 25, 26, 27 ans? Combien tu pourrais gagner par mois quand on sait que certains footballeurs actuels gagnent parfois 1 million par mois, les hommes? Déjà, aux États-Unis, je sais qu'ils ont il y a des règles où il y a un minimum salarial. Et je crois que le minimum aux États-Unis, c'est là, cette année, mais ça va complètement changer moi quand j'aurai fini mes études. Je crois que le minimum, c'est $7 000 par mois avec le logement qui est pris en compte. Enfin, 7 000 qui viennent dans ta poche parce que tu as le logement qui est pris en compte. La voiture, soit la voiture ou alors, il s'appelle ça un stipend, je sais pas comment, de l'argent qu'on te passe pour prendre des taxis, etc. Et ça, c'est le minimum. Et après, je sais que là, ça va augmenter vers les 10 000 d'ici 2 ans, minimum. On peut trouver ça important par rapport à certains salaires, par exemple en France, de certains métiers. Mais par rapport aux hommes, c'est dérisoire. Et il faut surtout rappeler qu'une carrière de footballeur ou de footballeuse professionnelle, ça s'arrête grosso modo vers les 35 ans pour être assez large. Donc, que ferais-tu justement après 35 ans? Est-ce que tu as déjà une idée, peut-être en lien avec ce que tu disais, ton diplôme universitaire? L'info, déjà en vrai, honnêtement, je sais pas là,
pour moi, là, le but, ce serait tout l'argent que du coup, maintenant, je peux recevoir par rapport à ma nouvelle université, etc. De bien gérer ça, mettre de côté pour déjà sortir de l'universitaire avec une bonne base, on va dire, financièrement. Après, là, c'est 10 000, mais après, c'est 10 000, admettons, sans compter les primes de victoire, les primes de titularisation, de bus, etc. Après, tout ça, le mettre de côté et après, voir un projet, honnêtement. Tu as le temps de voir, forcément. Yes. En tout cas, on te souhaite véritablement une très très belle carrière. Et là, on a beaucoup parlé du foot féminin. Comment justement promouvoir ce foot féminin en France? Franchement, c'est une bonne question. Honnêtement, j'ai l'impression que ça change un peu. J'ai l'impression que ça change beaucoup parce que maintenant, je vois que, par exemple, moi, à FC Saint-Cloud, j'y allais l'année dernière, j'y étais allée l'été dernier et je voyais qu'ils avaient une section féminine déjà, c'est déjà comme ça. Je pense que rien que ça change, créer plus de sections féminines dans les clubs amateurs. Les clubs amateurs, ouais, plus de sections Les premières féminines. années où tu étais la seule fille de ton quartier à jouer au foot, et maintenant on voit quand même, c'est vrai, plus de filles qui jouent au foot, mais il y a encore un palier à atteindre. Après, je pense déjà comme vous ici, vous avez l'exemple, vous avez l'AS Foot, où même j'ai eu l'occasion de venir une fois et déjà rien que ça, le fait d'avoir des équipes avec 2 équipes de filles, je trouve que ça fait déjà une bonne dizaine, quinzaine de filles. Ou faire en EPS le foot pour les filles également. Et après aussi à la télé un peu plus le montrer. Là, je pense qu'il y a peut-être, je pense qu'il y a même pas 50, non, elle est peut-être 60% des Français qui savaient qu'en 2019, il y avait la Coupe du Monde féminine en France. Je pense que presque personne ne savait qu'on était, on a eu la Coupe du Monde ici en France et peut-être un peu plus médiatisé. Exactement, je rebondis sur tes propos. Tu disais qu'au collège Émile Zola, effectivement, il y avait une AS futsal masculine et féminine, et qu'en EPS, parfois, je proposais l'activité football. Yes. Mais pourquoi, selon toi, les profs d'EPS n'enseignent jamais le football, ou on va dire, enseignent peu le football? Enseignent peu le football, je pense que déjà, il y a la différence de niveau. Je pense, dans le foot, où c'est assez compliqué. Enfin, on n'a pas de niveau intermédiaire, j'ai l'impression. Enfin, c'est soit on est bon, on arrive à maîtriser le ballon, soit c'est très très compliqué. Effectivement, c'est le premier indicateur entre celui ou celle qui joue depuis 15 ans et celui qui n'a jamais touché un ballon. C'est très compliqué, alors que mine de rien, du basketball, du handball, du ultimate, on a l'habitude d'utiliser nos mains pour écrire, pour se servir un verre d'eau par exemple, alors que le foot c'est compliqué. Et selon toi, quels pourraient être les autres freins pour enseigner le foot de la part des enseignants de PS? Il y a aussi, je pense, le fait que le foot ce soit déjà assez connu. On peut un peu montrer d'autres choses en EPS. Le foot, on le voit assez partout déjà. Je pense que c'est plus intéressant d'enseigner peut-être pas plus intéressant, mais je pense que le badminton par exemple, ou je sais pas, le tennis de table, En fait, on essaye d'enseigner toutes les activités, on appelle ça des champs d'apprentissage, donc de différents secteurs, les activités de performance, les sports collectifs, les sports d'opposition, les sports artistiques aussi, et puis les activités de plein air et de pleine nature. Mais il est vrai que la plupart des enseignants de PS privilégient d'autres sports collectifs plutôt que le football. 2,2 millions qui pratiquent le football, c'est vrai. Et en plus de ça, les actes d'incivilité sont quand même souvent présents sur un terrain, au regard de ce qui se passe aussi à la télé. Donc, il est vrai qu'il faut être quand même spécialiste et quelques aménagements sont à mettre en place. Quand tu es venu justement, quelle forme de pratique j'ai pu proposer dans l'activité football pour que tout se passe au mieux? Déjà mettre un cadre dès le départ, et puis même si je me souviens bien, votre méthode, ça a été progressif, vous n'avez pas directement mis un terrain et des cages et vous n'avez pas directement essayé de les faire remarquer, c'est passé d'abord par une stop ball, si vous vous souvenez bien, et puis après des zones où vous empiétez plein de petites choses comme ça qui facilitaient, qui aidaient à avoir un niveau qui était peut-être un peu plus... Le stop ball, pour rappel, c'est finalement une zone d'en but un peu comme au rugby, mais il faut aplatir le ballon avec le pied, ça nécessite une certaine maîtrise technique. Et cette zone, en fait, pour garder les repères pour les élèves, on la matérialise et on la garde toute la séquence. Et c'est effectivement une zone non attaquable pour l'élève qui arrive à passer, à déséquilibrer l'adversaire pour éviter les petits croche-pattes ou la défense
en poursuite, mais finalement, tu l'as vu, on peut enseigner le football, Ouais, on peut ouais. pratiquer, les garçons comme les filles. Ouais. Est-ce que tu observes justement une évolution entre le PS que tu as connu toi quand tu étais au collège ou au lycée et le PS actuel? Est-ce que tu peux entendre de la part de Kumba, ta sœur, ou alors de ce que tu as pu voir en venant ici au collège? Ouais, non, franchement, ouais, c'est différent déjà même qu'hier quand je vous disais, bah, nous on n'avait pas foot à l'époque. Nous à l'époque on n'avait pas foot. Et vraiment les sports de base c'était natation, tennis de table. Tu avais l'impression de faire souvent les mêmes sports? C'est ça exactement. Parce que là, on suit une programmation où effectivement, une classe de 6e, on fait de la natation, de l'athlétisme, de la danse, du basketball, du tennis de table. Mais au fil des années, on a une programmation qui est équilibrée. On fait par exemple du circuit training, autrement appelé CrossFit dans les salles. On propose de la course d'orientation, de l'escalade. On est parti en voyage scolaire, en escalade en falaise, on a fait du rafting. Donc on essaye d'ouvrir un petit peu ce panel d'activités pour les élèves. Un grand merci pour ta présence, ta générosité et puis ta gentillesse, ta disponibilité. Aurais-tu quelques derniers mots pour les élèves ou les autres personnes qui t'écoutent? Bah déjà les élèves de Misola, d'être reconnaissants et de vraiment profiter parce que je pense qu'ils sont vraiment dans une période de transition, on va dire, et ils sont vraiment d'aimer, de profiter de tout ce qu'ils peuvent faire ici, parce que ça va super vite. Et après, aux personnes qui regardent, qui ont des filles qui veulent faire du foot, de les laisser, et même aux personnes en général qui ont des enfants qui veulent faire du foot. Je sais pas, souvent il y a beaucoup le projet Mbappé, des trucs comme ça. Franchement, les jeunes, de les laisser qui fait jusqu'à 13, 14, 15 et même à 13 ans, 14 ans, et peut-être après, quand on voit que ça devient sérieux, peut-être un peu être sérieux, mais avant ça, pas besoin de se mettre la pression. Je suis totalement d'accord. Ouais. Merci beaucoup, Mariama.